Bonjour Laurent Tillon. Bonjour Manon. Vous êtes chargé de mission faune et biodiversité et animateur du réseau Naturalisme Mammifère à l'ONF. Mais ce n'est pas la seule corde à votre arc puisque vous êtes aussi écrivain. En 2018, vous avez sorti votre premier livre qui était « Et si on écoutait la nature ?» Et cette année, vous êtes revenu avec un nouvel ouvrage que j'ai ici, « Être un chêne sous l'écorce de Quercus ». Et du coup, dans ce livre, vous racontez une rencontre tout à fait extraordinaire. J'étais à vélo, j'avais 14 ou 15 ans, et puis j'aimais bien venir dans cette forêt. Et un petit peu plus loin, j'allais sortir de la forêt, et puis je traverse une zone de sable, un petit peu compliquée, les amateurs de vélo comprendront de quoi je veux parler. Et puis juste à la sortie de cette zone, la chaîne de mon vélo a sauté, au niveau d'une zone forestière. En levant la tête, alors que j'étais donc dans cette période d'adolescence un peu compliquée, je ne savais pas ce que j'allais devenir, je ne savais pas comment je voulais m'insérer dans la société. Je lève la tête et là je me suis senti apaisé comme ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et j'ai su à cet instant que j'allais y revenir assez régulièrement. C'est ici que se trouve ce fameux sanctuaire forestier, en particulier l'arbre compagnon qui est le héros de ce livre, Quercus. Celui-là même. Celui-là même qu'on va aller voir. Au fil des pages, on se rend compte que votre relation avec Quercus est en fin de compte très personnelle. On a envie de découvrir le personnage principal de cette grande aventure. Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots ? Alors Quercus, c'est un grand chêne, le chêne qui se trouve juste là derrière et qui a 240 ans, c'est à peu près l'âge que j'ai pu estimer. Il fait 86 cm de diamètre, il fait 32 mètres de hauteur, il est assez grand. On distingue des branches un peu basses qui indique que par le passé, il a été un peu en pleine lumière et puis soumis à la concurrence. Il a été obligé de grimper et aujourd'hui, c'est le dominant parmi toute la forêt. Il n'y a pas d'arbre plus grand que lui dans le sanctuaire forestier où on se trouve. Dans le livre, on a Apodémus le mulot, Némobius le grillon qui vivent de véritables aventures. Pourquoi était-il important pour vous de donner un caractère presque humain aux végétaux présents dans la vie de Quercus et même à la faune environnante ? Alors ça a été un défi, en réalité, justement, de ne pas donner un caractère humain, mais d'essayer de me glisser dans la peau de l'animal, ou alors sous l'écorce du chêne, pour essayer de comprendre, au regard de toute la connaissance scientifique qu'on a sur la manière de vivre de ces espèces, d'essayer de retracer la manière dont ils ont pu s'approprier l'espace forestier, et en particulier tisser des relations avec le chêne, avec Quercus. De quelle manière Apodémus, le mulot, a pu intervenir dans la vie du chêne, de quelle manière Némobius aussi peut jouer ce rôle fondamental de dégradation de la matière organique qui après est restituée dans le sol pour que Quercus, à l'aide de tout un tas d'alliés, puisse ensuite récupérer les éléments minéraux qu'il avait perdus de manière à continuer sa croissance. En se baladant en forêt, on peut penser que la vie d'un arbre est faite de sérénité et de quiétude. Est-ce toujours le cas ? Ça, c'est souvent ce qu'on imagine parce qu'effectivement, on va chercher le calme en forêt. Et on n'imagine pas en réalité tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la feuille, à l'échelle microscopique, en réalité, il y a des combats permanents. Il y a une lutte pour l'espace. Les chênes sont soumis à tout un tas de pressions, déjà face à leurs voisins, mais en plus face à tout un tas d'organismes qui se nourrissent de son bois, de ses feuilles. Et en fait, l'arbre doit en permanence adopter des stratégies permettant de lutter face justement à toutes les agressions qu'il subit. Si je ne me trompe pas, et sans en dire trop, il me semble que c'est ici, au pied de Quercus, que votre envie de devenir forestier s'est dessinée. Oui, ça a été progressif. À force de m'intéresser à la forêt, à l'environnement de Quercus, à force de multiplier les observations des différentes espèces qui peuplent cette forêt, progressivement est née en moi l'envie et la nécessité d'agir au profit de la forêt, au profit de sa biodiversité, à la fois pour apprendre encore et toujours les relations entre les différentes espèces et puis les arbres, et en même temps d'essayer de faire mon possible pour aider la gestion forestière en vue d'une meilleure préservation de la biodiversité. Je vous propose de vous montrer ce que ça peut donner un peu plus loin. Je vous suis. On y va.
Maintenant, je vous parlais de la désignation justement d'arbres pour la biodiversité. Celui-ci en est un, c'est un hêtre qui a été désigné pour la loge de pique noir qui se trouve un petit peu plus haut sur le tronc. Et il est marqué d'un triangle de couleur chamois ou orange qu'on met pointe en bas pour indiquer qu'il sera définitivement conservé malgré les aléas auxquels il pourrait être confronté, on ne le coupera jamais. D'accord. C'est donc une de vos missions en tant que forestier de préserver des arbres pour la biodiversité. Exactement. En fait, mon travail consiste d'abord à réaliser des inventaires et des expertises de biodiversité, sur la faune principalement, mais en même temps, je pilote des actions d'observation de la biodiversité, faune, flore, champignons au niveau national. Et on traduit les résultats qu'on obtient en mesure de gestion conservatoire pour aider le gestionnaire à prendre en compte tous les compartiments de la gestion, la production bien sûr, mais aussi la préservation de la biodiversité, qui est essentielle pour le bon fonctionnement de la forêt. On ne peut pas dissocier la part de présence de l'homme de la forêt d'aujourd'hui. D'ailleurs, la forêt telle qu'on la connaît, elle est issue de toute une histoire forestière dans laquelle l'homme a pris part très importante. Et il faut avoir en tête que vers 1857 à peu près, on n'avait que 13% du territoire national qui était forestier. Aujourd'hui, on est à 31%. Alors, il y a eu une reconquête forestière suite à une déprise agricole, les agriculteurs ayant quitté certaines campagnes. Mais en même temps, il y a eu toute une action volontaire portée par des politiques volontaristes de reconquête de la forêt, avec des plantations à partir de la seconde moitié du 19e siècle qui ont permis de reconstituer les forêts qu'on connaît aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, du coup, on essaye d'associer à la fois la préservation de la biodiversité avec la production de bois, en fait, le bois étant un matériau dont on a éminemment besoin. Donc tout ce qu'on a autour de nous aujourd'hui, c'est le legs des générations de forestiers qui vous ont précédés. C'est le fruit de tout le travail qu'ont pu faire les forestiers. Quercus en était un exemple. Il est issu du travail d'un sylviculteur qui, très probablement, à un moment donné, l'a libéré d'une ronce qui l'avait protégé de la prédation, de l'herbivorie, notamment des cervidés. Et puis, à un moment donné, la ronce aurait pu l'empêcher de pousser. C'est un sylviculteur qui a probablement donné un coup de serpe pour ouvrir la ronce et lui permettre d'accéder à la lumière. Et puis, en fait, depuis cette période-là, il a bénéficié d'une action de l'homme qui l'a amené jusqu'à la forêt qu'on connaît aujourd'hui, dans laquelle on trouve à la fois de très beaux arbres, certains ont été coupés, et puis d'autres, par contre, ont été préservés, comme c'est le cas de celui-ci. En tant que spécialiste de la forêt, quelles sont les choses fondamentales qui sont peu visibles pour un promeneur, mais qui ont une grande importance pour vous? Il y a deux choses. Le premier, il y a tout le monde des frondaisons, la partie haute des arbres. En fait, dans la canopée, on trouve tout un tas d'espèces qui sont totalement inaccessibles du sol, mais qui pourtant contribuent vraiment à la vie de la forêt. Il s'y passe énormément de choses. Et puis il y a la deuxième partie, le sol. En réalité, tout à l'heure, on parlait par exemple de Nemobius. Nemobius le grillon est accompagné de tout un cortège d'espèces qui contribuent à la décomposition de la matière organique, qui elle-même va être réassimilée vers les arbres et qui vont pouvoir s'en nourrir pour continuer à grandir et grossir. Et donc c'est vraiment un compartiment qui est absolument essentiel pour le bon fonctionnement de l'écosystème. Et généralement, on n'y prête pas attention. Laurent, pour vous, quelles sont les choses et les sensations ou les émotions que vous ressentez, que vous appréciez le plus en forêt ? Quand je suis en forêt, ce qui est toujours très, très exaltant, c'est d'être face à la surprise. La surprise parce que chaque individu au sein de chaque espèce a son propre comportement. Et en fonction de l'histoire de la forêt dans laquelle on se trouve, de sa géographie, de la biodiversité qu'on y trouve, on a toujours des rencontres très différentes. Et en fait, je me nourris en permanence de la contemplation justement de ces différents comportements, de ces différentes observations de la nature. Et c'est quelque chose dont aujourd'hui je ne peux absolument pas me passer.